La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, cher public Café Philo, comme vous le savez déjà, tous les mardis, il s'agit de Café Philo. De ce fait, nous allons commencer par l'hymne national d'Haïti. Merci beaucoup. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos empreintes de terre, du sol soyons maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la Marguerite, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Je vous remercie davantage. En effet, pour respecter le format de Café Philo, nous allons entonner ensemble la chanson fétiche qui s'appelle Hasta Siempre de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí
se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mesdames et messieurs, juste avant d'entamer le débat pour ce soir, nous allons évidemment visualiser ensemble un documentaire qui s'appelle « Pour comprendre la crise haïtienne ». Nous venons de regarder ensemble un documentaire. Maintenant, nous pensons qu'il est essentiellement nécessaire de présenter l'intervenant pour ce soir. Juste avant, nous tenons à faire une biographie de l'intervenant pour ce soir qui s'appelle professeur Antoine Augustin. Alors, il est maintenant étudiant doctorant au programme d'études doctorales sciences humaines. Aussi, il est professeur de sociologie à la faculté d'ethnologie de 1997 à nos jours. Il a enseigné l'histoire nationale dans divers collèges de la capitale pendant plusieurs années. Pour ce soir, le professeur lui-même, il va... c'est-à-dire son titre pour ce soir, c'est « Haïti, la fin de modèle de société ». Comme vous le savez très bien, Haïti est une société qui est traversée fondamentalement par une crise. Cette crise, je pense qu'elle est fondamentalement globale. Aussi, lorsqu'on essaie de regarder cette crise par laquelle Haïti est traversée, il faut se référer pour un petit moment à un professeur jésuite qui a travaillé sur cette question. Il a fait une thèse qui s'appelle Haïti, société, c'est-à-dire Haïti, société de pauvreté. C'est une thèse de doctorat dans laquelle le professeur essaie de comprendre comment est-ce que cette crise, elle n'est pas uniquement sociétale, mais elle est aussi alimentée par la globalisation ou bien par la coopération internationale. Comme vous le savez très bien, la société n'est pas conçue dans une perspective de Kamienne, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement l'interaction entre les individus qui définit fondamentalement ce concept qui s'appelle la société. Dans un contexte où la globalisation est un enjeu fondamental, je pense qu'il est aussi nécessaire de questionner la crise haïtienne, c'est-à-dire en dehors de son aspect externe, mais il faut aussi privilégier l'aspect international. Et tout d'un coup, il y a tout près de nous, Macabélès, dans un texte qui s'appelle L'anthropologie de la globalisation. C'est un anthropologue qui pense que la société de nos jours est traversée par une crise qui s'appelle le global politique, c'est-à-dire que la communauté internationale essaie aussi d'imposer tout un modèle de société, évidemment, aux pays tiers-mondistes. Haïti en fait partie, évidemment, comme vous le savez très bien.
Donc, c'est une hypothèse à moi. Cette hypothèse-là, qu'est-ce qui me pousse à faire une telle hypothèse? C'est pour vous démontrer comment est-ce qu'il est essentiel, tous les jours, c'est-à-dire d'apporter une critique universitaire, scientifique, qui est capable d'interpeller une crise dans laquelle la société est traversée. Et tout d'un coup, docteur Jean-Marie, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que cette crise, elle est une invention, de la mesure où, pour lui, il essaie de comparer l'ontologie et la politique. Il essaie aussi de comparer le discours de Castoriadis. C'est un discours qui est évidemment alimenté par une approche phénoménologico-herméneutique, dans lequel le professeur lui-même, bien évidemment, dans un chapitre, dans la page 29, il essaie de comprendre cette crise par une approche ontologique lorsqu'il pense que cette crise, elle a une ontologie de déterminité. Donc, c'est-à-dire que la crise n'est pas seulement externe, mais elle est évidemment globale. Pour ce soir, pour pouvoir bien comprendre cette crise, nous allons passer la parole au professeur, monsieur Antoine Augustin. De cette manière, nous allons pouvoir entretenir ce dialogue de façon plus approfondie. Monsieur Antoine Augustin, vous avez la parole. Merci, Louis-Jean Taberneau, modérateur pour ce café philo de ce mardi soir. Mesdames et messieurs, distingués participants et participantes, je voudrais en tout premier lieu adresser mes plus vifs remerciements aux organisateurs du Café Philo, en particulier à son coordonnateur général, le professeur Ralph Jean-Baptiste. Merci à vous, cher public, pour votre présence à cette activité intellectuelle qui, à mon sens, poursuit une quête grandiose, celle d'arriver à rendre intelligible la réalité haïtienne, qui est parfois difficile à saisir, qui est même illisible par moments, de sorte qu'ensemble, nous puissions voir quel chemin prendre, quelle voie tracer ou quelle piste indiquer pour une sortie durable de la crise haïtienne. Et comme introduit par le modérateur, j'interviens ce soir sur le thème « Haïti, la fin de modèle de société ». C'est une thèse que je défends pour dire que le modèle sociétal qui a pris naissance en Haïti le 1er janvier 1804, qui a subi des métamorphoses tout au cours de l'histoire nationale, depuis la mort de Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 1806, modèle réarticulé avec l'occupation américaine, encore réarticulé avec la présence de la MINUSTAH et des forces d'occupation. Je dis que ce modèle-là est arrivé à ses limites historiques. Vous voyez, la notion de limite doit être saisie ici comme l'horizon indépassable. On ne peut aller plus loin. On ne peut franchir cette ligne rouge. Donc ce modèle-là, à mon sens, est arrivé à ses limites historiques. Alors, j'attire déjà votre attention sur le fait que ce même thème sera développé lors du 12e Forum social mondial qui se déroulera à Montréal au cours de la période allant du 9 au 14 août prochain. J'aurai à intervenir pour le compte du Centre d'éducation et d'intervention sociale. Donc, pour moi, ce modèle n'a plus de ressort, n'a plus de mécanisme favorisant son renouvellement, sa reproduction. Alors, je partirai du postulat sociologique qui montre que l'histoire des civilisations et des sociétés, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, demeure pour nous, vivants du monde contemporain, confrontés à des défis majeurs, une source inépuisable d'enseignement, d'informations, nous permettant de mieux comprendre que les sociétés, tout comme les hommes meurent, les sociétés peuvent mourir. Même quand il s'agit de morts lentes, passant par des phases de périclitement, de tassement, de crises répétitives et multiples, comme c'est le cas d'Haïti, de pathologies sociales diverses, parfois incurables, de décomposition, voire de déconstruction structurelle, les sociétés meurent et nous avec.
Donc, de cette considération théorique, nous arrivons donc à émettre l'hypothèse selon laquelle le modèle sociétal haïtien est mort, mais ce n'est pas une mort physique immédiate. C'est une mort qui s'inscrit dans une dynamique qui ne date pas d'aujourd'hui. Et il y a des bouleversements, des métamorphoses qui nous permettent justement d'aller dans cette direction. Et les arguments qui nous permettent de soutenir cette hypothèse existent bel et bien. Nous allons ensemble essayer de les démontrer. Mais vous me permettrez, chers amis, chers participants, de regarder l'histoire. Parce que, et pour montrer que cette société est mourante, il faudrait remonter le fil de l'histoire, voir la constitution de ce modèle sociétal, nommer la société. Nous sommes dans quelle société? Arriver à nommer la société, c'est déjà une démarche pédagogique qui nous permettra de voir les indicateurs et nous aider à soutenir la thèse avancée plus haut. Alors, permettez que je rappelle que l'idée de société est souvent identifiée soit à la modernité, modernité politique, modernité sociale, économique, et aussi à l'État-nation, l'État national. Et donc, la société, si vous acceptez ce raisonnement, est donc la forme moderne de l'organisation sociale qui succède au modèle dit communautaire, ethnique, tribaliste ou autre. Et là, j'attire votre attention sur le fait que Haïti n'est pas une société claire. Nous ne sommes pas dans un modèle industriel, nous ne sommes pas une société moderne, nous ne sommes pas non plus une société traditionnelle. Haïti, c'est, si vous voulez, une complexité, un enchevêtrement de plusieurs modèles. J'ai parlé de modèles communautaires, de modèles tribalistes. Donc Haïti a tout ça. Une complexité, un mariage parfois illisible, insaisissable. Et donc, pour arriver à voir clair, il nous faut quand même retourner à la sociologie. Et François Dubé nous éclaire pour nous dire que la notion de société s'est imposée quand l'ordre social n'allait plus de soi, quand l'intégration sociale apparaissait comme un problème avec la dissolution des mondes traditionnels et religieux qui faisaient tenir ensemble la vie sociale. De ce point de vue, on peut suivre l'hypothèse de Nisbet selon laquelle la sociologie invente l'idée de société pour expliquer le caractère plus ou moins ordonné et cohérent de la vie sociale au moment où diverses révolutions ont sapé les fondements traditionnels de l'ordre social ancien. Donc, ce raisonnement de Dubé nous renvoie automatiquement aux paramètres historiques. Je rappelle que Haïti, ce fut Haïti Quisqueya, un modèle communautaire, socialiste, un socialisme primitif. Il n'y avait pas d'État, pas de monnaie. La vie était la propriété pour tout le monde. Le bien public, c'était le bien de tous. C'était vraiment le paradis. C'était cet Haïti-là. Et il y a eu la conquête espagnole, 1492. L'intervention de l'Espagne a introduit la colonisation, la conquête. Et ce modèle, justement, s'est déconstruit. Les repartimientos, le génocide des Indiens, l'introduction de l'esclavage colonial avec une logique capitaliste. Et cela a duré 200 ans. 200 ans, le modèle colonial de type capitaliste, de production capitaliste, parce qu'il est question de développer la métropole française. Vous vous rappelez cette grande formule de Colbert, tout part et pour la métropole. Donc, ce modèle-là, les Haïtiens l'ont défait. Vous vous rappelez cette grande formule, Haïti, c'est le pays où s'est dénouée la question coloniale. Parce que là, j'ouvre une parenthèse, j'anticipe,
tout le problème que l'on connaît là aujourd'hui, tout le mal que nous avons à nous en sortir, à nous libérer de l'éducation coloniale, c'est tout le drame de la question coloniale qui ressurgit sous diverses formes. Donc, naissance de l'État haïtien en 1804, on a fait la révolution, polarisation de la société. Donc, je synthétise au possible pour rester dans le temps qui m'est imparti. Tentative de Dessalines de construire une société plus ou moins égalitaire. L'assassinat de Dessalines, le retour vers la France, l'intervention du néocolonialisme français, l'approche de Boyer, le retour des nouveaux libres à l'esclavage sous forme de corvée, l'introduction du féodalisme. Toujours est-il, Haïti se cherche. Du modèle communautaire, collectiviste, à l'esclavage colonial, le type capitaliste, de production capitaliste, au modèle féodal, il y a voulu, j'attire votre attention déjà sur ce fait, il y a cet enchevêtrement, cette problématique. Mais j'attire votre attention sur un autre fait que, dans certaines sociétés, les organisations, les groupes ethniques ont précédé l'État. La nation, quelque part, a précédé l'État. L'État, c'est la matrice organisationnelle du politique, du social, de l'économique et de l'État. Or, dans notre cas, il y a une juxtaposition, une combinaison. 1804, c'est à la fois la naissance de l'État et de la nation. Mais c'est une nation factiste, parce que la nation, c'est tout à la fois un territoire, une géographie, une population, une langue, une histoire commune, des valeurs partagées, une histoire partagée aussi, un besoin de vivre ensemble. C'est tout ça la nation. Donc, ce modèle-là va subir de profonds bouleversements, mais ce qui est le plus fondamental, et c'est ça le fondement de la thèse, c'est que les élites dominantes qui ont pris la direction du pays depuis le triomphe de la contre-révolution du 17 octobre 1806, ces élites-là ont introduit deux sociétés. En Haïti, il existe deux sociétés. La société en dedans ou du dedans et la société du dehors, le pays en dehors. La société du dedans, c'est l'affaire des élites, l'administration, les plaines, les grandes plantations, et la langue de l'occupant, son système administratif, ses valeurs, parce que la conquête coloniale voudrait que tout soit pour le colon et rien pour le travailleur, donc pour l'esclave. Donc, cette société en dedans est garantie par un État, l'État oligarchique, et la société du dehors, que Gérard Barthélemy a vraiment mis en relief dans son ouvrage Le pays en dehors, et cette société du dehors, avec les nouveaux libres, les marrons, vivant dans les campagnes, regardant de temps en temps vers l'Afrique et parlant créole. Mais une langue qui est pendant longtemps ostracisée, refusée. Ce n'est qu'en 1950, avec la Constitution de 1987, que le créole est devenu langue nationale. Langue officielle, langue nationale. OK? Donc, à ce niveau-là, si vous comprenez la démarche, deux sociétés ont pendant 200 ans cohabité. Parfois, nous luttons entre nous. Assez souvent, les groupes vulnérables, la paysannerie, les travailleurs agricoles, les classes laborieuses sont victimes de la politique de l'État oligarchique. Mais ce modèle-là va être réarticulé, je vous dis que je synthétise au possible, avec l'occupation américaine, parce que avec l'occupant américain, on va replacer au centre des grandes questions économiques ce que les latino-américains appellent les latifundiaires, dont les grands propriétaires terriens. Et donc, c'est la réarticulation, contrôle de l'économie, remise à jour de l'administration publique, mise en place d'une armée, une armée remplaçant
qui va remplacer l'occupant. Bref, c'est cette réarticulation. Mais toujours est-il, le pays en dehors végète dans la crasse, la misère, le sous-développement. Aujourd'hui, cette société-là, cette cohabitation, depuis déjà environ 30 ans, on assiste à l'invasion du monde rural dans le monde urbain. Les paysans, leurs enfants viennent chercher leur place dans la ville. Le combat se mène là, dans la ville. Le pays en dehors a formulé sa revendication de l'éducation pour ses enfants, de la santé et surtout du travail. Or, sur cette question du travail, les sociétés se définissent par le travail. Le travail qui humanise l'homme, qui l'affranchit, le travail qui socialise l'homme, le travail justement qui nous permet de vivre le fondement de la vie sociale, la liberté. Or, justement, cette société, pendant son existence, les 212 ans de son existence, a créé l'exclusion massive de la population. Haïti est le seul pays au monde où la jeunesse à 18 ans est au chômage. Parce que la jeunesse ne trouve pas du travail. Où les jeunes sont dans une errance permanente à travers le monde en quête d'une vie meilleure. C'est ce modèle-là qui a organisé les élections dernières, les dernières élections. C'est ce modèle-là qui a polarisé les villes, transformé les citoyens en Grenamunda, Ratpakaka. C'est ce modèle-là qui transforme les enfants en prostituées. C'est ce modèle-là qui légitime l'exclusion, la marginalité sociale. C'est ce modèle-là, justement, qui n'a pas la capacité pour faire face aux revendications légitimes du pays en dehors, du peuple. Du pays en dehors. Donc, le modérateur parlait de crise. Effectivement, il y a bien une crise. Oui, c'est une crise globale, crise de l'État, crise économique, crise sociale, crise culturelle, crise de l'être, crise de l'individu, mais surtout, crise de nous-mêmes, crise. Nous perdons notre humanité. Ce modèle-là nous déshumanise. Donc, c'est ce modèle-là, mes chers amis, ce type de société d'exclusion qui ne peut plus faire face à ces millions de jeunes qui viennent du bac, à ces millions de jeunes qui ont accès à l'éducation aujourd'hui, qui veulent avoir une place dans la société, qui veulent avoir du travail. Et c'est ce modèle-là qui veut répéter les modèles d'élection qu'on a vus là tout récemment. C'est ce modèle, justement, qui est agonisant. Et, comme j'ai dit, j'ai synthétisé pour permettre à ce que l'on soit dans le temps. Ce modèle-là, qui n'est pas capable de construire le dialogue entre les mouvements sociaux et l'État. Ce modèle-là où on voit, on n'a pas besoin d'être sociologue, d'être savant. Dès qu'on arrive en Haïti, on voit cette polarisation. D'un côté, on voit la minorité des possédants des riches, de l'autre, on voit la masse des pauvres. Et quand je dis la masse des pauvres, attention, un professeur d'université, c'est un homme très précaire. Là, je vous donne un aspect de la crise qui frappe l'Université d'État d'Haïti. Un professeur d'université, même quand il a son doctorat, c'est un précaire. Aujourd'hui, les classes moyennes sont dans une situation de décapitalisation massive. Donc, c'est ce modèle-là aussi qui nous a donné la dictature des Duvalier. C'est ce modèle-là qui nous a donné le dernier pouvoir. On a vu comment l'élite a eu son représentant. Donc, quand je dis Haïti, la fin de modèle de société, les sociologues ne sont pas des magiciens, ils n'ont pas une boule de cristal, mais leurs paroles ont une valeur prophétique. Ils annoncent le monde de demain. Ce modèle-là ne peut plus survivre. Évidemment, il y a une contradiction
entre l'ancien monde, ce modèle, et le nouveau monde. Parce qu'en Haïti, quand vous descendez au bas de la ville, vous regardez avec une combinaison complexe plusieurs ères de civilisation. Nous avons Nekbouet là, nous avons dernier Mac Machine, nous avons Hammer, nous avons Porsche Cayenne, nous avons Bouet en bois, bois fouillé, et puis tout le monde cohabité là. Et vous avez un dernier téléphone cellulaire qui a communication en temps réel là. Pendant ce temps, on voit le pays réel, le pays profond qui végète dans la souffrance, la misère, le désespoir. Donc, et justement, malgré les soubresauts de la communauté internationale, malgré les avatars de l'oligarchie dominante, ce modèle ne peut plus survivre. Mais, vous le remarquez bien, le nouveau a les germes de la nouvelle société sont là, mais la nouvelle société n'est pas encore là. Donc nous sommes dans une phase de tassement, nous sommes dans une phase de périclitement, nous sommes dans une phase de décomposition accélérée, parce que c'est ce modèle qui actuellement est en train de mourir avec son université, son école. C'est ce modèle qui est en train de mourir avec son élite, sa monnaie, son système économique, ses valeurs. C'est ce modèle justement qui est en train de mourir avec sa manière d'organiser l'État. Mais si aujourd'hui, nous sommes en mesure de dégager certains indicateurs pour dire que le modèle ne peut plus tenir, c'est aussi grâce à la lutte des mouvements sociaux. En effet, quand on essaie de faire le bilan des luttes sociales menées en Haïti, de la chute des Duvalier à nos jours, il y a lieu de dire ceci. On n'arrive pas encore à organiser des élections régulières et crédibles pour le renouvellement du personnel politique, alors qu'on parle de la démocratie représentative. L'économie est restée entre les mains de l'oligarchie traditionnelle, car 1% de la population contrôle 49% de l'économie nationale. Alors que les inégalités sociales sont un peu atténuées en Amérique latine, en Haïti, on assiste à l'accroissement des inégalités sociales. Sous le mandat de Lula, certes qui fait face à des problèmes maintenant au Brésil, Lula a sorti 70 millions de Brésiliens dans la pauvreté. La République dominicaine, qui partage l'île avec nous, reçoit près de 3 millions de touristes par an, avec un PIB de 70 milliards de dollars par an. En Haïti, les classes moyennes sont tout bonnement déclassées. Nous sommes dans une logique de déclassement. Si on vous demande maintenant quels sont les nouveaux prolétaires, puisque nous ne sommes pas dans une société industrielle, les nouveaux prolétaires, ce sont les étudiants. Parce que les étudiants sont dans une dynamique de prolétarisation. La prolétarisation, c'est le processus par lequel nos conditions de vie se rapprochent du prolétariat. Donc on n'est pas dans une analyse classique de Marx. Les nouveaux prolétaires haïtiens sont les étudiants, les lettrés, les élèves qui ont fait la terminale. D'ailleurs, ils sont allés au Brésil, on a vu la situation. 65 000 sont partis au Brésil. La souveraineté nationale est plus que jamais remise en question, puisque en l'espace de 10 ans, Haïti a connu 2 occupations militaires. La première en 1994, vous avez présenté un documentaire. La seconde de 2004 à nos jours avec la ministre. La population haïtienne est totalement divisée. Pour les prochaines élections, on n'est pas capable aujourd'hui de nous dire quelle est actuellement la population en âge de voter. Le pays est toujours sous la coupe des institutions internationales comme le FMI, la Banque mondiale, avec un programme d'ajustement structurel. Le monde rural s'est complètement effondré durant les 30 dernières années pour les jeunes qui ont 33 ans, 34 ans. Avez-vous assisté à une mobilisation paysanne?
pour l'engrais, pour une banque de... Non, parce que la paysannerie s'est effondrée. Et dans les 10 prochaines années, il y a un métier qui va disparaître, le métier d'agriculteur. Parce que les 600 motocyclistes que vous voyez dans les rues, ce sont les fils de paysans. Ils ne vont pas faire le job de leur papa parce que ça ne rapporte pas. Après 50 ans, papa travaille la terre, il va à une banque, il va à un canet, il va à un bel cas, il vend terre, il vend bel fly, il achète une moto, il vient dans la ville là. Donc, on est en train d'assister à une dynamique de rurbanisation. C'est la transposition en milieu urbain d'une réalité rurale. Et c'est sa bataille-là, c'est dans la ville la mener. Et c'est ça pour nous comprendre, pour nous regarder les grandes tendances de l'Haïti contemporaine. OK. Donc, le paysan haïtien est en compétition permanente contre les produits venant de la République dominicaine qui sont subventionnés, contre le riz américain subventionné par l'État américain. Et l'État haïtien là, l'État oligarchique est là. L'économie haïtienne de type rentier entre dans une phase de sous-production et de grande stagnation, avec une croissance zéro, avec des sous-phénomènes tels que la misère sociale, salaire minimum, vous le connaissez, la prostitution infantile et juvénile, l'alcoolisme chez les jeunes, j'ai obligé de tomber dans ta fière. Tout dernier, nous entendons combien de jeunes qui boivent dans l'alcool fouellaté. Le problème fondamental qui a polarisé la société haïtienne en payant dedans et payant dehors, celui de l'exclusion sociale, n'est pas résolu. Au contraire, il s'est aggravé. La polarisation entre lettrés et illettrés, riches et pauvres, ville et campagne s'est aggravée. La polarisation historique du pays entre moun en dedans, moun dehors, aggravée. L'accès du peuple haïtien aux services de base comme la santé, l'éducation, l'eau potable, le logement, la nourriture se pose aujourd'hui avec encore beaucoup plus d'acuité. Et quand je prends une variable importante, la démographie, permettez, monsieur le modérateur, que j'avance un petit peu. Selon la Banque mondiale, oui, la population haïtienne est passée de 3 869 000 habitants en 1960 à 4 millions en 1970. À 5 millions en 1980, à 7 millions en 1990, à 8 millions en 2000, à 10 millions 890 en 2010. Et en 2030, cette population est estimée à 15 millions. Alors que nous sommes dans une logique de rareté. Dans la ville, il n'y a pas de l'eau, pas de courant, pas de lumière, pas de l'école assez. Quel est l'avenir d'Haïti? OK? Il y a simplement 20 ans, 25 ans, il fallait 10 gouttes pour $1 américain. Vous avez besoin de 65 gouttes. C'est ce modèle-là, mes chers amis, qui est en train de mourir, et nous avec. Dans un dialogue entre Délira Bien-Aimé et son fils Manuel, Jacques Roumet a mis en scène une situation catastrophique. Il avait annoncé ce qui va arriver. Délira Bien-Aimé a dit à son fils Manuel, nous mourrons tous. Nous, les arbres, la terre, les animaux, oui, nous mourrons tous. Même si Manuel, en bon communiste, a répondu à sa mère, non maman, la vie de l'homme, c'est un fil qui ne casse pas. Parce que chaque vivant, il fait un nœud, c'est ce qui la rendura pour les siècles des siècles. Mais Délira avait vu juste, nous sommes en train de mourir quotidiennement de désespoir, de honte. Les Haïtiens sont affamés. Et c'est ce modèle-là qui est en train, sous nos yeux, de mourir. Mais cette mort est si cruelle, si indéchiffrable, que nous avons du mal à bâtir notre société, à proposer. N'en parlons pas de la pauvreté. Or, quand on compare la situation d'Haïti à celle de l'Amérique latine pour les 25 dernières années, tous les pays latino-américains ont fait des bons qualitatifs. En 1984, Haïti avait le même niveau de vie avec la Bolivie. Mais si vous montez sur Google, vous faites la comparaison vous-même, vous voyez la différence entre le niveau de vie du peuple haïtien. Alors, j'ai parlé de l'accroissement des inégalités. OK? Maintenant, quelle sera l'Haïti de demain?
Quel regard? Parce qu'il faut voir les grandes tendances aujourd'hui, les grands bouleversements, pour voir quelle sera l'Haïti de demain. On a parlé de la population, le poids démographique, alors que nous sommes dans une logique de rareté, de problèmes à gérer. Nous avons plus de 6 millions de jeunes âgés en 18 ans et plus. 6 millions. Nous sommes dans une dynamique d'urbanisation sauvage. La moyenne d'urbanisation de l'Amérique latine est de 82%. Mais nous sommes dans un ratio 54% d'urbain. Mais ce n'est pas de l'urbanisation classique qui s'accompagne de l'industrialisation. On est dans une dynamique de réurbanisation. C'est l'émergence des bidonvilles ou des villes bidons. Vous voyez? Donc, et l'accroissement annuel, le taux d'accroissement annuel est de 1,580%. Maintenant, quelles sont les solutions possibles? Même si dans ma description, j'ai été un peu pessimiste, mais je vous rappelle que nous sommes les fabricants de la société. Ce n'est pas un Dieu qui se cache derrière les nuages ou un loi qui est sous la terre qui crée la société. Nous sommes les créateurs de la société. La société industrielle, c'est notre œuvre. La société socialiste de Cuba, c'est notre œuvre. La société, même la société du Venezuela, nous sommes les créateurs de la société. La société démocratique, ce n'est pas du déjà là. C'est une construction sociale. Mais faut-il qu'il y ait des hommes et des femmes qui comprennent les grands enjeux sociétaux du monde actuel, qui analysent les grands bouleversements géopolitiques et géostratégiques du monde contemporain, ce qui est en train de se passer au Venezuela, au Brésil et ailleurs, pour oser s'engager dans une dynamique de reconstruction sociale. Le discours de la communauté internationale parle de la reconstruction des bâtiments. Nous parlons de la reconstruction de l'être, de l'homme et de la femme haïtiens. C'est de nous que tout ça doit bâtir. Nous devons rester debout. À ce moment-là, il nous faut articuler le dialogue entre les mouvements sociaux et les partis politiques. Donc, pour conclure, définitivement, la situation n'est pas perdue. La situation n'est pas perdue. D'ailleurs, l'existence de Café Philo est un témoignage vivant. La présence de cette assemblée, de cette salle, est une preuve vivante que la situation n'est pas perdue. Mais il nous faut oser aller au-delà de la crise actuelle, dépasser cet horizon. Nous avons parlé de l'horizon indépassable, dépasser le modèle oligarchique. En clair, il nous faut proposer notre société. Une société qui sortira, à mon sens, à partir d'une révolution morale et éthique. Vous voyez, je n'ai pas parlé de la révolution à la Cuba. J'ai parlé de la révolution morale et éthique. C'est là qu'il nous faut nous engager. Faire en sorte que la société haïtienne soit responsable, qu'elle soit imputable. OK? Donc, je m'arrête là, je prendrai les questions. Je vous remercie. Nous remercions chaleureusement le professeur pour sa conférence. Encore une fois, nous croyons évidemment que sa conférence a été généreuse. Aussi, moi, je pense qu'il faut résumer sa conférence à travers 3 paramètres. Premièrement, le professeur lui-même, il a mobilisé quelques, pistes théoriques pour pouvoir alimenter son débat dans un cadre plus ou moins universitaire. En effet, il a défini la société haïtienne comme une société qui n'est pas claire. Aussi, il a mobilisé l'histoire coloniale. Il a aussi parlé de l'histoire historique de 1492. Pour le professeur, c'est aussi le début de cette crise. Il a aussi mobilisé l'esclavage colonial pour montrer comment est-ce que Haïti a été traversé depuis longtemps par une série de crises. Et pour ce professeur, il y a une continuité de ces crises-là, dans la mesure où la crise haïtienne actuelle est aussi entraînée par un ensemble de problèmes historiques que Haïti a confrontés dans le temps. Aussi, il a évidemment parlé de la configuration de la société actuelle. Pour lui, cette société est facile d'être comprise comme... c'est-à-dire qu'il y a un clivage qui manifeste au sein de cette société. C'est la société en dedans, c'est une société qui est entretenue par l'État,
et c'est un État oligarchique. Il a aussi parlé de la société du dedans. C'est une approche qui a été aussi articulée par du dehors. Merci beaucoup. Et pour pouvoir, bien évidemment, exprimer la société du dehors, il a fait référence à la classe paysanne. De ce fait, après avoir fait cette approche, il a aussi, c'est-à-dire fait une référence à un professeur ou bien à son livre qui s'appelle, c'est-à-dire il a mobilisé son approche par rapport à d'autres professeurs. Maintenant, nous allons passer à la troisième partie de ce Café Philo ce soir. Nous allons écouter ensemble, pour la pause musicale, nous allons écouter ensemble Haïti parmi différents de Baki Populaire featuring J. Perry. Nous tenons à rappeler aussi que le professeur, qu'il est le membre fondateur et coordonnateur général du Centre d'éducation et d'intervention sociale. Maintenant, nous allons passer à la première série de questions. Nous appelons Marie-Caroline Saint-Hilaire, Wolex Augustin et Jacob Schlendrivet. Maintenant, Marie-Caroline Saint-Hilaire. En tout premier lieu, je voudrais remercier le professeur pour son exposé. Ma question, ce à laquelle je pense que beaucoup de personnes s'attendaient à ce que vous posez plus ou moins des solutions à nos problèmes. Parce que vous avez fait étalage des causes de la situation dégradante que nous vivons dans le pays. Mais je m'attendais à des solutions. Qu'est-ce que vous proposez comme élément de solution? Wolex Augustin. Je suis Wolex Augustin. En fait, je remercie le staff de Café Philo pour cette initiative. Ma question est à la fois brève, mais c'est aussi une problématique, dans la mesure où je n'arrive pas encore à saisir. Le professeur parle d'un modèle historique, un modèle sociétal qui est bouclé, qui arrive à ses fins, qui arrive à ses limites. Que ce modèle soit en phase d'implosion, nous sommes d'accord. Mais ce que je n'arrive pas à saisir, c'est en quoi constitue ce modèle. Parce que, justement, brièvement en fait, de 1804 à aujourd'hui, nous faisons face à une société qui traverse un ensemble de formes de configuration sociétale que j'appellerais des modèles. En quoi, comme c'est la thèse du professeur, comment le professeur arrive-t-il à trouver cette constance qui décrit le contenu de ce modèle que lui, il essaye d'homogénéiser? Parce que pour moi, c'est un espace hétérogène, parce que de 1804, avec le projet des Saléniens, en passant par le projet christophien, le projet de Christophe, de Pétion, en passant par l'occupation américaine, il y a toute une sorte de modelage politique et économique qui configure la société haïtienne en façon. Comment peut-on arriver à jouer une homogénéisation ça pour parler d'un modèle historique? Nous saluons d'abord la présence professeur là et puis pour l'intervention là. Donc, on a noté, nous soulignons globalisation politique, globale politique. Nous soulignons complexité société haïtienne là et nous soulignons question génocide indien que le professeur a parlé. Question pas nous ou bien pas nous directement. Et pour en premier, c'est comment, sans trop commentaires, comment nous avons construit ou bien reconstruit le pays à partir en dehors que le professeur a parlé dehors. Si nous avons parti avec un deuxième, nous sommes capables de dire qui est bon et pas bon que phénomène globalisation lui-même l'hypothèse. Et si nous parti avec un troisième, le professeur a parlé de deux groupes qui sont en confrontation dans la société haïtienne. Qui est-ce dans deux groupes qui représentent l'élite là ou bien l'élite dans la société haïtienne? Et pour nous finir avec un quatrième, c'est comment, sous base de la Constitution 1805, nous sommes capables de construire ou bien reconstruire le pays sous base de la culture. Merci. Monsieur, vous avez la parole. Oui. Bon, et ça n'a dit, première intervenante là, sociologue là, il n'y a pas qu'à prendre place acteur. Ça me fait là, me font une analyse sociologique, mais ça peut empêcher effectivement nous qu'à esquisser des pistes de solution. Analyse sociologique que me faire qui tient lieu de diagnostic, son façon pour m'interpeller conscience citoyenne sur les grands mots qui nous accablent, sans pour autant
moi-même comme sociologue, je ne peux pas le dire, mes solutions à problème en tant que tel. Maintenant, qui solution me proposer? Puisque je pose problème, polarisation ville-campagne, problème exclusion, problème jeune qui pas de travail, nous poser problème pays en dedans, pays en dehors. Donc, il faut refaire Haïti côté tout le monde là-dedans. Il faut bâtir une société d'inclusion. Dans l'expérience par où intervenante, qui ont regardé la société ou fait. Ou bien nous faisons la guerre, Première, Deuxième Guerre mondiale, guerre en Bosnie, guerre ceci, cela, guerre en Turquie. Ou bien nous venons avec révolution. Révolution cubaine, chinoise, française, américaine. Ou bien venons avec révolution des idées, le siècle des Lumières, révolution cybernétique, révolution copernique, révolution industrielle, qui va bouleverser changement. Ou bien nous venons avec ça, nous la théorie des mouvements sociaux. Les mouvements sociaux, les acteurs sociaux, dans des mobilisations collectives, arrivent à proposer un projet alternatif de société. Maintenant, dans le diagnostic que nous avons fait là, je n'ai pas de temps comme vous constatez, pour me piposer, pour me prendre plus clairement, pour te bien saisir. Nous avons gagné deux grands mal qui saccagent Haïti. Nous avons que les Haïtiens transformés en bande civiques. En plus que nous avons une dynamique d'amnésie, nous oublions côté nous sortir, côté nous aller, qui nous noué, problème identitaire, comme nous assemblée qui parler de identité. Mais nous sommes bande égocentriques, égoïstes. Le problème de l'autre, le problème du vivre ensemble, c'est le problème qui est posé. Donc, comme piste, m'indiquer de yon, m'indiquer nécessité pour un dialogue constructif entre les mouvements sociaux. Donc, monde qui fait sociologie avec la théorie des mouvements sociaux et les acteurs politiques. Pour une articulation, parce que de Moïse, sous Toussaint Louverture, octobre 1801, à Jean-Jacques Akaro, à Castel d'Azon, à tout mouvement paysan, pas jamais gagné un dialogue entre acteurs sociaux et mouvements sociaux, entre partis politiques, structures politiques et mouvements sociaux. Donc, mais dialogue ça, abchita sous projet sociétaire. Et gros amis qui se posent une question là, qui possibilité pour nous bâtir société à partir du dehors, ça nous est société en dehors. Par exemple, là, nous regardons les paysans, comportement, ils ont paysans avec une élite qui a géré l'État. Paysan, là, le planté maïa, il connaît le temps de 6-7 mois pour maïa donner, il use parfois sécheresse, fait le perdu, récolte là, parfois trop soleil, tout, ou bien la pluie, trop tombé, il perdu. Mais il faut le temps pour bougon maïa donner, pour nous manger dans la ville là, pour nous manger. Mais l'élite l'a géré conseil électoral, l'a géré l'État, où est-ce ça le fait? Donc, on moral paysanne, il y a des bagages où on prend un pays en dehors. Et ces bagages, ça, pour observer, pour regarder, pour bâtir le pays. Donc, moi, je dis que, première solution, il faut construire un espace de dialogue, tant que café philo, entre mouvements sociaux et structures politiques, autour de qui ça? Autour des grands mots, des grands problèmes qui accablent ici, pour la formulation d'un projet alternatif de société. Par exemple, là, vous dites reconstruire Haïti, refonder Haïti. On a parlé de qui ça? Refonder qui ça? Bâtiment, yo? Non. C'est nous d'abord. C'est si nous avons besoin de lettres, c'est si nous avons besoin de l'école, qui a besoin de manger. C'est ici. C'est toute question ça, yo, pour nous chita. Deuxième bagage, me proposer, me parler de la révolution. Problème Haïti, réforme pas possible. Réforme pas possible. Ou pas faire bouche moyenne, ni à droite, ni à gauche, clair. Leur diagnostic malin ça. Réforme pas possible. Mais qui révolution qu'a fait là, dans le contexte mondial ça, côté où même fac là qui a 50 ans goumé en Colombie obligé à chita faire la paix. Commandant de Marcos sorti Mexico les amala mais rentre Mexico obligé tourner de Chiapas. Donc monde là on comprend ça qui a passé, moi me dit oui révolution possible. Faut nous chita articuler un projet révolutionnaire, c'est la révolution morale et éthique. Société a trop désordre. Faut moun imputable de gardien qui a géré l'école là, à président de la République là, faut qu'on ait la guerre pour nous rendre compte. Faut l'imputable, sénateur faut le rendre compte. Député a guerre pour le rendre compte.
Donc, la révolution morale et éthique, maintenant, madame, comment on a fait ça? Là, c'est pas une petite conférence, il faut réfléchir pour articuler à partir de valeurs fondamentales qui nous gagnent, de problèmes qui fait nous comme monde, comme haïtiens, pour réfléchir sur les. Donc, ça c'est réponse Bawa. Deuxièmement, Rolex parlait de volonté homogénéiser modèle là. Alors, Rolex, chaque étape historique yo, un conflit central qui marque société yo. Et conflit central qui marque société yo lié à caractéristiques type organisationnel dominant. Rappelez-vous dans le développement moyen, moi parle de Haïti son enchevêtrement de plusieurs modèles. Même vestige esclavage là, si moun la kay moun, c'est esclavage là. Gestion qu'a fait de l'État, c'est éducation coloniale là. C'est vestige là qu'il a toujours. On parle de ère de civilisation comme la ville là, regarder comment ils cohabiter, comment enchevêtrement complexe ça. Donc on parle de plusieurs modèles, mais un modèle dominant. Maintenant comment on a déterminé le modèle là? On a déterminé d'abord par modèle économique dominant plus dans l'organisation politique là. Alors, modèle dominant, nous gagnons, si nous prenons rapport socio-économique, rapport foncier, nous voyons que Haïti, c'est écrit dans les livres, nous vivons encore, nous, en société agraire, nous avons un modèle industriel, nous vivons encore de la terre. Parce que, les gens qui vivent la ville là pour encore, qui battent li manger, pas qu'à organiser sur ville, pas gain répondant pour ça. Donc, modèle dominant, conflit central en 1804, conflit central là c'était la liberté. N'a goumak blanc yo pour gagner liberté. Nous goumak avec eux avec mot d'ordre ça, liberté ou la mort. 1er janvier 1804 quand nous venons prendre indépendance ça, conflit central là c'est accès à la terre, pour gagner la terre. Et c'est là bataille là va commencer. Dessalines n'a pas obligé de faire réforme agraire. Nèg accaparer terre, Dessalines dit porter papier au vini. Goume fait Dessalines mourir, nèg yo instauré font coup d'état, yo prend pays jusqu'à aujourd'hui. Mais conflit central là c'est accès à la terre. Si me fait une extrapolation, si mal dans modèle français ou américain, conflit central là modèle société ça société industrielle ou post-industrielle ou post-moderne. Conflit central là c'est la question de la lutte des ouvriers par rapport au capital. Mais comme je dis, on a globalisation, on a délocalisation, il y a 30 ans, les ouvriers faisaient des grèves contre l'exploitation capitaliste. Aujourd'hui, les ouvriers font des grèves contre la délocalisation, la perte de leur emploi. Donc, le conflit central maintenant, c'est le travail et le salaire. Maintenant, quel est le conflit central aujourd'hui en Haïti? Conflit central, c'est que modèle polarisant et polarisé, ça. Pays en dehors, côté 3 Cameroun exclus, il n'y a pas d'accès baptistère, il n'y a pas de travail, il y a travail à la terre, petit il n'y a pas d'accès, pas de l'école professionnelle dans le monde rural là, pas de banque crédit agricole, et puis paysans, a travaillé pendant 200 ans. Donc modèle ça, c'est l'imzou qui a achevé à Rolex, li bout. Parce que c'est lui dominant. Parce que 60% de moun encore a vivre en dehors. Et même moun qui dans la ville là, il n'y a pas dans la ville là vrai. Qu'est-ce que la ville? La ville, c'est le lieu de l'exercice du droit citoyen. La ville, c'est le lieu du travail salarié, le lieu de l'université, du bal, du casino. La ville, c'est le lieu du théâtre, du cinéma. La ville, c'est le lieu de l'intégration sociale. C'est pas ça qu'a fait là. Moun yon dans la ville là, yon dehors pi red. Yon dehors pi red. Donc, et c'est ça me parle en émergence ville ça, c'est que gon dynamique qui vient créer, et que moun vient chercher place dans la ville là, mais ville là structurée, ville là organisée déjà, ville là gon maître, gon économie qui l'a déjà, gon élite qui l'a déjà, et bien moun yo après créer des espaces d'organisation sociale et de suivi que m'relé une dynamique de réurbanisation. C'est-à-dire que en dans ville là, ou un cochon, ou un baccarat, ou un vaudou, c'est-à-dire que ou non cosmogonie complexe qui fait ville là craser tout. OK. Donc, ça me dit au lynx,
ce n'est pas une tentative d'homogénéisation. Nous avons ça marqué contradiction fondamentale là, je dis. Et modèle dominant, c'est le modèle économique qui crée l'exclusion, qui crée l'État oligarchique, ça, qui crée le modèle élection, ça, mode sénateur, ça, mode député, ça, mode gestionnaire, ça, c'est le modèle ça qui est dominant. Mais il y a l'autre modèle qui a, il y a un bon bagage qui a fait dans le pays, il y a des résistances. Il y a des résistances, je ne peux pas tout, je ne dans Vaudou, ou je ne dans Genio, ou je ne dans Café Philo. Il y a des bagages qui a fait. Mais il faut encore un déclic pour qu'il pousse la société vers la transformation sociale, vers la rupture. OK? Donc, c'est aspect ça, Olex. Donc, là, nous avons un ensemble de contradictions. OK. Troisième question, qui aspect globalisation? Moi-même, l'MT doit un facteur technologique, on va toujours dire étudiant. Pour moi-même, les étudiants haïtiens aujourd'hui, il faut dialoguer avec les étudiants allemands, français, dominicains, cubains, parce que dans 20 ans, c'est eux qui le chef la caille. Il faut une possibilité pour savoir là, bon nous accès pour nous parler avec eux. Pour nous gagner, parce que la mondialisation, c'est aussi la mondialisation des compétences et des savoirs. Nous n'avons pas besoin qu'on ait un pays, mais si. Barcelone, oui, ça a un important aspect de globalisation. Barcelone, justement, il a besoin de Messi, il m'a vu une feuille qui est la champion. Il a besoin de Toro, il a besoin qu'on côté Toro sorti. Donc, à ce niveau-là, globalisation, protocole, on va pour nous, révolution cybernétique, là, mettez-moi en communication en temps réel, il y a 10 ans seulement, le pays avait 25 000 lignes de communication téléco. Pendant Digital Vin là, il y a près de 4 millions d'abonnés, Natcom a près de 3 millions. Le peuple a besoin de communiquer, le peuple a besoin d'entrer dans le monde là pour le parler, mais en même temps, tout, globalisation, ça a des conséquences. Il y a un coût économique. Il y a une situation de où dans Internet toute la journée, on regarde ça qui fait l'autre bord. Donc, c'est bagaille ça yo pour nous. Donc, je pense que faut avoir des ateliers pour les jeunes faire les aspects positifs de la globalisation. Professeur, parce que nous, nos cultures planétaires, est-ce qu'on voit? Maintenant, nous passons à la troisième série. Désolé, deuxième série. Chez Claire Evans, CI Jacques Jules, Abelardo, Henri Auberjean et en dernier lieu, Fel Wikep Lozakin. Je remercie le Café Philo pour avoir organisé cette activité. Je trouve que le sujet est essentiellement sociologique. Haïti est une société née d'une colonie. Au lendemain de la révolution de 1789, et quand je dis 1789, il ne faut pas penser à la France, mais il faut penser d'abord aux troubles qui sévissaient dans Saint-Domingue. Au lendemain de cette révolution, nous avons eu une société militaire parce que nous n'avons pas eu de modèle autre que la métropole. Alors, ceux qui vont diriger, ce sont les nouveaux libres et les anciens libres. Je dis bonsoir à tous. Ma question, c'est... J'aimerais savoir, c'est que vous montrez les problèmes ou les causes de ce modèle. Mais je me demande, est-ce que ce modèle-là n'est pas profitable à une classe? Si oui, comment est-ce qu'on va procéder pour mettre fin à ce modèle qui nous déshumanise? Merci. Henri Auberjean. Je salue le professeur, l'illustre professeur, mais je suis désolé de constater que l'intervention de l'illustre professeur s'apparente à un discours de campagne. Il a raté l'intervention de la mesure où, en lieu et place de la fin d'un modèle de société, il aurait dû parler de la persistance de ce modèle, parce que le modèle tient encore dans la mesure où les gens qui qui se disent les leaders, s'accrochent à ce modèle. Donc ça tient encore. Je me demande, est-ce que ce n'est pas échec sciences politiques qu'a enseigné dans l'université New York? Le professeur parlait d'un fourre-tout qu'a pratiqué en Haïti. Quel type de sciences politiques qu'a enseigné dans l'université New York? Est-ce que ce n'est pas même toute qualité bagay qu'a sorti là-bas que n'a enseigné qui provoquait application modèle ça qu'on a dit qui a dégradé? Et si c'est le fourre-tout qu'on enseigne à l'université,
c'est le fourre-tout qui doit s'appliquer en politique en Haïti. Est-ce que le modèle là tellement bien, regardez comment l'élite là, qui dans l'élection, regardez béton, qui a proposé leader, regardez qui choix le peuple a fait. Le peuple a fait choix. Donc, il y a un leader béton, il y a un leader en l'air, il choisit le leader de la rue par rapport à nèg qui a étudié dans l'université. Donc, pour moi-même, le professeur a raté l'intervention parce qu'il n'a pas proposé modèle à venir, il n'a pas nommé, il n'a pas identifié, comment nous accrocher, qui mécanisme, comment identifier, qui mécanisme côté que nous sommes capables de choisir. Pour moi-même, c'est plus un discours de campagne plutôt que l'annoncer fin modèle société ça. Merci. Permettez-moi d'évoquer le concept crise là, que le modérateur a parlé de lui tout à l'heure, pour me répondre intervenant. Par exemple, depuis quelque temps, au moins une bonne dizaine d'années, nous entendons parler de crise. Finalement, le concept de crise est devenu un concept galvaudé, qui perd son contenu sociologique et finalement qui ne veut rien dire. On ne s'est pas posé la question crise de quoi? La bourgeoisie parle de crise. Le pouvoir politique parle de crise. Le Parlement parle de crise. Le peuple parle de crise. La communauté internationale parle de crise. L'université parle de crise. Mais crise de quoi? Donc, qui semble dire, moi d'accord avec vous, galvaudage, sauf que moi je ne suis pas candidat. C'est mon discours campagne. Ça me veut comprendre. Et c'est ça qu'a fait Philo. Moi d'accord avec vous, un paradoxe, un ensemble de contradictions. Comment faire dans tout pays Amérique latine, non, y compris là, à l'autre frontière, un changement, une amélioration, une évolution. Comment faire modèle ça qu'un toujours? Sans m'attirer attention, non. Pas oublier intitulé, oui, la fin d'un modèle. C'est-à-dire, nous sommes dans une dynamique. J'ai même dit ce n'est pas la fin physique immédiate ce soir. Nous sommes entrés dans une phase incertaine. On ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Sauf que ce modèle, et c'est ça l'hypothèse, ne peut plus tenir. Il n'a plus de ressort pour se renouveler. Et j'ai même dit, ce modèle meurt avec son université, son école, son élite, sa monnaie. J'ai décrit pour vous. Donc, qui semble dire? Soit le discours, c'est que nous n'avons contradiction. Il n'y a pas qu'un modèle. Gagner un discours minoritaire mais existant. Café Philo fait partie de ce discours minoritaire mais existant, qui vient avec une autre chose, une autre parole, un autre discours, qui soulève des interrogations, qui soulève des problèmes. Mais ce n'est pas une société traditionnelle, société d'exclusion, société oligarchique l'attendait. Nous sommes, mon frère, dans une société muette, li pa ouais. Aveugle, li pa ouais, muette, il pas parler, il sourd, il pas attendre. Il sourd, il pas ouais, il pas ouais. En plus, nous plongeons dans une dynamique d'amnésie. Et c'est des pathologies qu'on constate dans la vieille société qui a mouru. Et dans la vieille société qui a mouru, il y a des signes qui annoncent le monde de demain. Maintenant, comment je nommer? Je n'ai pas d'indicateur précis pour nommer. Nous n'avons pas nos modèles classiques, comme quoi, ou qu'à parler par exemple de l'industrie touristique, République dominicaine, de révolution culturelle en Chine, de révolution politique ici ou ailleurs. On ne peut pas parler de ça en Haïti. Nous ne sommes pas dans une société moderne, économique, industrielle, si nous sommes dans la modernité. Mais, et c'est ça la crise. La crise, c'est notre incapacité à lire, interpréter, analyser objectivement le monde qui est là sous nos yeux. La crise, c'est notre incapacité de comprendre les contradictions qui traversent l'Université d'État d'Haïti. C'est ça la crise. Nous sommes dans une dynamique de grands bouleversements, de grands changements. Nous ne sommes pas capables d'interpréter le sens de ces changements. Et c'est ça le sens de ma conférence. Interpeller les acteurs
Et c'est ça la fonction du sociologue. Le sociologue ne s'intéresse pas à la couleur des yeux, au type de vêtements que porte l'acteur. Il s'intéresse à son action pour lui dire voici le sens de votre action. Donc là, je suis en train de vous interpeller société, donc vous êtes comme acteur collectif, pour vous dire que le vieux système qui tient encore, je suis d'accord avec toi, il est mourant. Il tient parce que nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas été à l'intelligence des problèmes. C'est comme dirait Gramsci, optimiste de la volonté, pessimiste de l'intelligence. Il y a une crise de l'intelligence. Il y a une déroute de l'intelligence. On n'a pas vu venir. Tous sont sortis vivre là, on n'a pas trouvé l'étape venir. Wyclef a failli être président à 9h du matin. On n'a pas vu venir. On n'a pas géré les villes. Et puis ben là, effondré dans le monde. L'effondré là. C'est ça l'analyse. C'est ça. Haïti, la fin de modèle. Mais quel est ce modèle? Un modèle qui génère l'exclusion. Un modèle rentier. Un modèle oligarchique. Imperméable au changement. Réactionnaire. C'est ce modèle-là. Mais je suis d'accord qu'il tient encore. Parce que le nouveau n'est pas encore là. Le vieux veut mourir, mais le nouveau n'est pas là. C'est ça ma essayé de dire avec vous là pour comprendre. Et pour revenir à mon ami, je regrette, mon jeune sociologue, il n'y a pas une société militaire en Haïti. Je le regrette. Le pays a une histoire martiale. Parce que c'était l'armée populaire, sous la direction de Jean-Jacques Dessalines, qui a fait la révolution. Au lendemain de l'indépendance, on a eu, sur une population évaluée à 400 000 habitants, on a eu 49 000 hommes forces terrestres, 3 000 hommes forces maritimes. Donc c'était une société martiale qui a une histoire militaire. C'était une société militaire. L'organisation sociale n'était pas ça. C'était de préférence un type de société féodale avec des dirigeants, des seigneurs, l'État c'est eux-mêmes. Vous voyez? Donc il n'y a pas... À ce niveau-là, l'histoire du pays mérite d'être saisie dans sa singularité, dans ce qu'elle a comporté comme, si vous voulez, innovation par rapport au monde moderne. Parce qu'Haïti, quand même, a ouvert la voie à la modernité politique par rapport aux autres peuples de la région. Donc, quand je dis la société de type oligarchique, c'est une façon de nommer le modèle. Et il y a quelqu'un qui a parlé des élites. Il ne faut pas, justement, qu'il y ait confusion autour du concept d'élite. Le peuple a ses élites. L'élite, qu'est-ce que c'est? C'est une catégorie sociale qui est détenteur de savoir ou des biens symboliques ou matériels. Les musiciens sont élites, mon frère. Les artisans sont élites. Bourgeoisie a une élite pâle, peuple a une pâle. Gramsci a posé le problème. Il faut nous clairer sur la question. Et c'est ça qui fait justement un engagement pour changer le pays. Il y a une élite là, une élite là. Vous êtes l'élite. On est qui vient sénateur, même si pas qu'on lit, c'est pas élite. Décision qu'on prend dans le Parlement, c'est pas qu'on prend. Et c'est ça pour comprendre. C'est ça pour comprendre. Maintenant, vous avez besoin d'élite responsable, éclairée, engagée, qui voit que le pays n'a pas qu'à descendre du bas pour qu'il bataille. Vous comprenez? On artisan qui fait meubles. On faut dire ça qui a fait c'est élite dans le domaine. Maintenant, élite, yo pas entendre. Yo musicien Tropicana. Moi, je suis président de Tropicana. En Tropicana, pas élite. On a qui fait musique, qui fait des millions de monde danser. Il a chaviré la société à un moment, il pas élite. Il pas élite. Et c'est ça pour comprendre. C'est le niveau d'engagement, de responsabilité. C'est ça, Price Mass, dans le livre Liakrele, la vocation de l'élite. Donc, il faut nous entendre nous sous question ça. OK? Et, l'autre question, bon, je ne résume pas parce que l'important, par rapport à étudier en sciences humaines, je pense que nous sommes pour nous approfondir. Parce que l'on Haïti, Haïti, ou pas qu'à vivre avec Bourdieu. Bourdieu permet de comprendre la logique domination, exploitation. Mais Bourdieu, ou tout reine, il ne peut pas permettre
ouais problème haïtien. C'est nous-mêmes dans l'intelligence nous. Nous avons besoin de repères théoriques là, regard épistémologique là pour nous l'interpréter complexité ça. Par exemple, comme vous avez évoqué sciences sociales, m'a fait provocation même. Moi-même qui parle avec vous. Pendant longtemps, tout livre la gauche m'étudiait et grand pile nous nous assemblé à étudier. Qui ça nèg yo te dit? Quand vous parlez de Jacques Oumet, Jacques-Séphane Alexis, Brisson, tout nèg yo, Jean-Luc et autres. Yo dit pour sauver Haïti, il faut l'alliance de deux classes. Répétez le point. La paysannerie et la classe ouvrière. Haïti n'est pas une société industrielle, il n'y a pas de classe ouvrière. Mais la paysannerie est éclatée. Oui, nous encore une société agraire. Mais ce qui n'est pas dit évidemment à travers la théorie marxiste. Il n'y avait pas cette inclusion entre la classe ouvrière et la classe paysanne. Vous savez très bien que la révolution russe a été effectuée, c'est-à-dire sans Alliance, la classe et les ouvriers, sans la classe paysanne. C'est la réalité russe. C'est pas la réalité haïtienne. Donc ça veut dire la gauche échouée parce que nous pas qu'à interpréter. Maintenant, pour Jean-Mi Sakchi dans la salle là, soit demandez, Jacques Oumet était sincère. Quand vous lisez les gouverneurs de la Rosée, c'est une générosité. C'est un homme qui a donné de sa vie, qui a donné de tout son cœur pour écrire le roman. Il a annoncé un monde qui n'est pas là. Manuel qui s'est coupé comme Cuba, qui débarque dans le pays à fond rouge, qui divisé, massacré par la sécheresse, paysé aux abois. Manuel va chercher de l'eau dans le monde pour faire terre paysan pour nous journées jardin. Mais Manuel son ouvrier, c'est quand il a coupé Cuba. C'est Manuel qui vient dans le concept là où elle gars. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire aujourd'hui là, il faut regarder les sociétés pour un groupe changement. Quels sont les groupes qui peuvent porter le changement? Et c'est ça le blocage, la crise, et l'autre aspect crise là. C'est la crise de l'intelligence. Nous pas au acteur changement parce que grand pile monde qui t'a parlé de changement où elle est monté là, il pas bon changement. Donc ça l'a dit là, moi-même comme sociologue dans l'identification m'a fait et c'est ça que fait étudiant qui t'a parlé d'accord avec, c'est que les groupes du changement maintenant, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Ou gagne un million de monde qui qu'on lui écrit. Mais soit fait avec eux. Qui sont fait avec eux? On est là, là. Ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas dans le mouvement social, ils ne sont pas dans le parti politique. Mais c'est la jeunesse. Non seulement eux-mêmes, jeunesse a son catégorie en mobilité, qui a bougé, qui a changé, qui a bagaille, mais c'est lui qui porte l'espérance là. Il faut travailler avec elle. Donc, il faut relire la catégorie analytique sociologie ou appli société. Ça a échoué. Parce qu'on ne peut pas faire alliance. L'on parle de classe ouvrière. De qui classe ouvrière? Ou non, il y a une forme d'industrie, d'assemblage, de sous-traitance, un modèle d'économie extravertie, un modèle d'économie d'extroversion, l'argent à l'autre bord. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Faut commencer clair à poser. Donc, il faut identifier le groupe changement. Le groupe changement, c'est jeune. Yo une colonne. Yo une colonne, yo une philo. Yo une retourne dans la rue. Yo monté descendre. Mon pas fin, y avec yo. Professeur. Ou driver yo. Deuxième catégorie sociale, c'est femmes yo. Yo majoritaire. Mais ouais boumé puis yo gen moun dans parlement parce que yo pas dans parti politique vrai. Yo besoin monter au sénateur, yo pas dans parti, yo pas organisé yo. Donc ça veut dire qui ça? Soit poser problème acteur changement, faut qu'à concrètement, objectivement, regarder la société dans la dynamique. En clair, je finis sur question. Hein? Moi, je pense que ça n'a fait là son bon débat. Li annoncer des bagailles, nous gagnons nous. Parce qu'actuellement, la velléité pour nous Haïtiens pour un pays à la main. Parce que le pays a bloqué dans la tête nous. Le pays a bloqué là dans la tête nous. Nous ne pouvons pas lire le pays. Les étrangers viennent de nous lire, mais si nous disons non, nous décidons d'organiser nous. Parce que nous mettons le pays. Vous comprenez? Donc, mais faut-il que acteurs changement entrent dans la conditionnalité pour y apporter changement. Et Walpam, ce discours, ça montre les contradictions qu'a développé là. J'aime nouvelle société qui là, qui vient, mais il minoritaire. Lutte entre traditionnalistes et nous-mêmes modernistes. Café philo et traditionnalistes,
combat qui prend forme politique, qui prend forme économique, économie solidaire qui l'a faut filer l'école tout, modèle rentier qui dominant, banque est-ce que vous comprenez qui pas dans mes peuples là, c'est contradiction ça yo pour regarder quelle forme, quel contenu donner à l'économie solidaire, quel contenu donner au mouvement des jeunes, comment encadrer tout ça, quel contenu politique, c'est ça, tu comprends? Et c'est pour ça que je viens là dans le Café Philo. Il y a quelque chose que j'aimerais souligner à travers l'intervention de mon professeur, bon, c'est aussi un professeur, lorsqu'il a essayé de comparer le marxisme soviétique au marxisme de Jacques Roumain. Je crois qu'il y a une grande différenciation par rapport au marxisme soviétique, dans la mesure où, d'après ce que Herbert Marcuse a rappelé dans son livre Marxisme soviétique, pour lui, le discours de Lénine en 1919 a bien évidemment rappelé que la classe paysanne a été tout à fait oubliée à travers cette révolution. Donc il faut dire que Jacques Roumain lui-même, il a dépassé le marxisme soviétique pour essayer d'adapter son marxisme plus ou moins au contexte haïtien. Donc ce soir, nous avons eu un café philo, bien évidemment, chaleureux. Je pense que Rav Jean-Baptiste fait un travail extraordinaire parce qu'il essaie de temps en temps d'interpeller tout le monde. Et il faut à chaque instant motiver et rappeler que lui-même, il a consacré ses efforts pour faire quelque chose qui est totalement valable pour ce pays. Je vous remercie, chers téléspectateurs, téléspectatrices, pour votre attention. Maintenant, nous allons passer la parole à notre professeur Antoine Augustin pour la conclusion. Bon, tout d'abord, je voudrais, honorable modérateur, te remercier. La tâche n'a pas été facile pour toi, mais tu as fait de ton mieux. Parce qu'il y a eu tellement de demandes, il y a un besoin de parole. Mais en même temps, nous sommes en train d'assister à la banalisation de la parole. Tout le monde parle, tout le monde parle. Donc, ici, à Café Philo, c'est une parole pédagogique, une parole libératrice qui fait son chemin, donc je te félicite. J'ai déjà adressé mes félicitations à Ralph, parce que c'est une initiative louable, et j'étends ces félicitations à Radio Caraïbe, parce que là, on a besoin de ces espaces d'expression pour que le nouveau projet de société émerge enfin. Et j'adresse enfin, vraiment avec beaucoup de ferveur, mes remerciements aux intervenants, à tous ceux et celles qui ont posé des questions, qui m'ont aidé. Et je souhaiterais rencontrer l'étudiant de la faculté des sciences humaines pour voir la proposition qu'il a formulée. Et donc, je pense que c'était un café philo ouvert, sympathique, et je répondrai toujours présent à une nouvelle invitation. Merci beaucoup. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie.